Donc, à vous, Bernard Pongui, je vous vois très bien habillé, tous les trois. Alors, très bien, nous allons donc passer aux choses sérieuses. Toutes nos excuses donc aux auditeurs qui nous attendent depuis plus d'une heure déjà, car l'émission aurait dû commencer, non, 2 heures même, à 12 heures, 19 heures de Brazzaville. Bienvenue sur la radio de la communauté. Nous émettons sur www.conlive11.com. L'événement de ce week-end, c'est la publication du manifeste pour la libération du Congo, manifeste qui a été publié par les amis de Congo Debout. C'est quoi Congo Debout? Un petit tour de table de quelques secondes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative, monsieur Gervais Birangui? Merci encore. Bonjour à toute la communauté, les Congolais, les Congolaises, et merci à la au diaspora et merci à tous ceux qui nous suivent et nous supportent. Juste pour dire rapidement, Congolais Debout, c'est la décision d'un groupe de Congolais qui ont décidé de venir sur la table pour essayer de donner le pas pour pouvoir sortir le Congo de la dictature. Et éventuellement, nous avons pu maintenant mettre sur la table un document qu'on appelle le manifeste du rêve congolais, que les Congolais vont pouvoir, tout le monde pourra avoir accès pour essayer de libérer le Congo de la dictature. Mais Congo Debout, c'est beaucoup plus un groupe de Congolais qui se sont mis ensemble pour trouver la solution, comment sauver leur pays. Merci. Voilà, merci. Et peut-être un autre détail, Bernard Pongui. Merci beaucoup, Jean Louis, une fois encore de nous donner cette opportunité de nous exprimer sur les antennes de la radio de la communauté. Congo Debout représente le peuple congolais d'une manière claire. Comme l'a dit le frère Gervais ici, quand même qu'il y a un noyau qui avait décidé, dans la plupart des choses, a pris le leadership de mettre en place ce groupe. Mais Congo Debout représente le peuple congolais. C'est-à-dire que tout ce peuple qui est indigné, ce pays-là qui est fracassé, ces jeunes-là qui manquent d'emploi, dû par des dirigeants défaillants. Donc, le mouvement Congo Debout représente les retraités du Congo qui ont des années sans pourtant qu'on puisse payer leur pension, des étudiants congolais qui n'ont jamais leur bourse, des travailleurs congolais, le pays d'une manière générale, les femmes, la souffrance du peuple. C'est ça en réalité ce qui représente Congo Debout. Donc, tout un chacun, chaque Congolais se retrouve dans Congo Debout. C'est en réalité le peuple congolais qui a mis ce groupe pour se libérer de la dictature de Sassou Nguesso par le biais de ce manifeste que nous allons parler. Voilà, donc Tom Melvin, on peut dire que tout Congolais devrait se reconnaître dans cette initiative. Oui, d'abord, merci Loïs, merci pour cette opportunité. Cette initiative, elle est, comme on dit, c'est l'intelligence de la société congolaise. Aujourd'hui, le Congo est à terre et alors nous appelons aux Congolais de se mettre debout et de participer pour sa liberté. Parce qu'un esclave qui se sent mieux dans sa position, il ne pourra jamais être libre. Donc aujourd'hui, il y a eu une intelligence derrière pour ne plus parler, de ne plus parler de nos souffrances. Aujourd'hui, nous parlons de solutions. Donc Congo Debout, c'est le Congo, comme viennent de dire mes frères, c'est les Congolais. Et cette initiative, elle est la sortie, c'est l'espoir. Comme on dit, l'espoir est né. Et c'est aussi la vie et le rêve que les Congolais doivent rêver, vivre. C'est une initiative à bien embrasser et à bien chérir. Alors, nous parlons donc du manifeste pour l'histoire. Nous avons à l'esprit un manifeste qui a été publié en 1967 par le feu dictateur Mobutu, le fameux manifeste de l'Antsélé. Mais je vous informe que ce manifeste contraste avec le vôtre, puisque Mobutu avait pour but de créer le MPR, qui était donc le parti politique parti unique à l'époque, ce qui contraste avec l'initiative qui est la vôtre et qui a pour but de libérer le Congo, comme vous le dites. Alors, j'ai en préambule lu une très belle phrase, vous dites face à un État incapable d'assurer ses missions régaliennes, la société civile a l'obligation de jouer le rôle d'arbitre en faisant le suivi des exécutions de programmes de développement national pour le bien-être des populations. Alors, vous avez là ciblé 3 axes essentiels. Vous avez la santé,
l'éducation et le social, l'économie, bien sûr. Alors, nous allons commencer à exploiter quelques grands axes de ce document. Vous parlez également de déséquilibre dans la redistribution de la richesse nationale. Est-ce qu'on peut, avec vous, Bernard Pongui, revenir sur ce constat amer que vous faites quant à ce déséquilibre dans la répartition des ressources nationales? Merci, bien sûr, rester dans l'esprit du document. Exactement. Bon, comme vous allez remarquer, le document a présenté des faits que tout Congolais connaît. Les Congolais peuvent parcourir le document éventuellement au niveau de la page numéro 6. Je vais essayer de leur montrer pendant que vous parlez. Allez-y. Voilà, la page numéro 6, ça détaille un peu la situation générale du Congo, les faits et les constats. On peut regarder la situation politique, sociale, économique du Congo. On peut simplement se rendre compte que la redistribution de la richesse du pays ne se fait pas d'une manière équitable. Donc, nous avons une certaine élite politique, et puis un certain nombre, entre guillemets, des sages qu'on a ciblés, où on essaie de donner quelques miettes pour supporter le régime politique en place. Quand on essaie de regarder la destruction de tout le tissu social, éventuellement, on peut regarder les hôpitaux aujourd'hui, complètement brisés au Congo. Le Congolais ordinaire ne peut pas se soigner au Congo, mais l'élite politique ou encore l'élite qui est proche du régime de pouvoir se soigne en Occident et avec les frais de l'État. Quand nous essayons de regarder le pillage économique du Congo, et éventuellement les 14 000 milliards de l'argent des générations futures, donc l'argent du Congo qui a été confisqué par une certaine élite, c'est clair et net que les ressources du pays ne sont pas distribuées d'une manière équitable. Bon, on veut encore essayer de regarder la comparaison entre la ville qui produit le pétrole aujourd'hui, qui est Pointe-Noire, et par exemple la ville d'Oyo, qui est très loin de Pointe-Noire. Oyo a une banque centrale approuvée par la Banque économique des États de l'Afrique centrale, a un port fluvial de grande renommée, a un hôpital général, là où il y a quasiment une population, on peut dire, de moins de 500 000 Congolais qui vivent là, en comparaison avec Pointe-Noire. Oyo aujourd'hui on peut dire, à tout le système bancaire. Oyo aujourd'hui a quasiment un aéroport de grande renommée. Bref, à Oyo, il y a l'électricité 24 heures sur 24, il y a des l'eau qui coulent dans les robinets 24 heures sur 24. Vous voyez que ça démontre un déséquilibre du point de vue social en comparaison avec la ville qui a la plus grande concentration des populations que nous appelons Pointe-Noire. Donc, on peut le dire d'une manière claire, avec le taux de chômage dans tout l'ensemble du pays, les discriminations au niveau des femmes, au niveau des enfants, au niveau des autochtones, c'est clair que la richesse nationale n'est pas distribuée d'une manière équitable, et c'est là où Congo Debout vient avec des grandes propositions. Voilà, au-delà donc de ce constat amer que vous venez de nous présenter, Bernard Pongui, vous avez également dans ce document ce que vous appelez, vous considérez votre manifeste comme une espèce de lanterne qui va rallumer la flamme de l'esprit et le rêve de chaque Congolais. Alors, ça vous ressemble, ça, hein, Monsieur Gervais Birangui? Tout à fait, oui. Dans quelle mesure, justement, ce document devrait servir de lanterne, de gouvernail pour les Congolais? Parce que ça donne ce que les Congolais ont toujours cherché. Qu'est-ce qui se passe après M. Sassou Nguesso, ou comment on fait pour que M. Sassou Nguesso parte? Donc, le manifeste donne le chemin, donne une procédure bien détaillée, bien écrite, et je répète, par des Congolais de Brazzaville. C'est les Congolais de Brazzaville qui ont mis ça en place pour les Congolais. C'est pour amener justement ce rêve-là que de vivre dans un pays où chacun a des droits, où chacun peut prospérer, quel que soit le département. Parce que le doyen Jean-Lewis, nous parlons ici de l'alliance des 12 départements. Nous avons même demandé qu'il y ait une paix de 100 ans. Nous avons demandé une paix de 100 ans. Voilà. Vous ne faites qu'anticiper puisque c'était prévu. J'ai dû lire que vous envisagez une espèce d'alliance entre les 12 départements. Mais la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir, Tom Melvin, vous allez répondre à cela. Est-ce que, à proprement parler, nous avons des problèmes entre régions, entre départements?
Bien évidemment. Aujourd'hui, le problème, quand on parle les Bas-Congo, quand on parle les nordistes, les sudistes, c'est aussi un problème départemental. Aujourd'hui, c'est une grande éducation. Avant d'avoir d'abord l'identité congolaise, nous avons toutes les identités ethniques. Nous sortons tous d'une ethnie, nous sortons tous d'une région, nous sortons tous d'une tribu. Et c'est l'ensemble de ces tribus que nous sommes le Congo. Mais s'il y a des accords, le Congo ne peut voir la lumière du développement et embrasser cette solution que nous avons mis en place. Donc, la base, c'est ça, l'harmonisation des départements. C'est-à-dire qu'un Congolais qui est du Sud ne peut plus parler que non, je suis un sudiste par rapport à un nordiste. Il n'y aura pas de nordiste, il n'y aura pas de sudiste. Il n'y aura pas aussi ce tribalisme que non, il faut que bon, à Congo. Ok, non, il faut que de ça vengeance chez les Mboshi. Comment? Donc, ça sera simplement un environnement congolais, un espace congolais que je peux quitter aujourd'hui au Koyo pour acheter ma parcelle à Dolizy ou à Sibiti. Et celui de Sibiti peut aller à Oyo pour acheter sa parcelle. C'est dans cet esprit-là que nous voulons mettre en place. Alors, vous mettez également l'accent sur les ressources du pays qui nous paraissent justement fondamentales dans le développement, bien sûr, et vous pensez que ça devient de vous que l'État est propriétaire de ces ressources. Est-ce que vous ne voyez pas que la propriété foncière également fait que moi, par exemple, vivant ici à Illinois, que je sois propriétaire du pétrole qui se trouve dans ma parcelle de terrain? Non, du tout. Dans quelle mesure l'État peut être présenté comme le propriétaire des ressources nationales, notamment du pétrole? Vous citez tous les domaines, non? Les eaux et autres. Bon. Tom Melvin. Ah oui, c'est clair, c'est vrai, c'est l'État. Okay. Et ici, nous ne sommes pas en train de dire que toute personne qui a un petit puits de pétrole dans sa parcelle devient le propriétaire de ce pétrole. Nous sommes ici en train de marteler sur la gestion, la bonne gestion des ressources naturelles. Et ces ressources doivent être gérées par un gouvernement responsable, par des gouvernants responsables, par des gouvernants qui prônent que le développement du Congo. C'est-à-dire, ce sont les ressources que nous devons bien gérer, parce qu'aujourd'hui, après le constat fait, parmi toutes les sociétés qui exploitent les ressources minières congolaises, ce sont que des Congolais avec les noms d'emprunt chinois. Donc, les Chinois, quand ils disent que les Chinois sont en train de travailler au Congo, ce sont que des Congolais, les dirigeants de la mauvaise foi qui sont venus simplement pour détruire le Congo, pour faire du Congo leur bien privé. Et nous venons avec des solutions pour dire aujourd'hui, ben non, on stoppe, on va plus regarder cette direction-là de créer des entreprises fictives pour piller le Congo et nous aurons une république responsable pour gérer les ressources minières congolaises et pour bien distribuer dans l'investissement. La distribution de richesses, ce n'est pas donner, comme on dit toujours, de l'argent congolais, mais c'est-à-dire de créer un environnement avec ce que nous avons, un environnement participatif, un environnement lucratif, afin que les Congolais bénéficient de la santé, de l'éducation, de l'électricité, de l'eau potable. Donc, c'est dans cette directive que nous sommes de marteler. Alors, Bernard Pongui, je voudrais, Bernard, avant que vous ne répondiez, je voulais ajouter un autre détail à ma préoccupation. Toujours dans le même chapitre, vous parlez de la redistribution de quelques dividendes, par exemple, dans le cas du pétrole, aux populations dont le territoire est exploité, notamment dans ce domaine-là. Alors, vous ne voyez pas que là, il y a une espèce d'injustice, et ceux qui ne l'ont pas. Par exemple, ceux de Dolizy qui n'ont pas de pétrole chez eux. Ben, voilà pourquoi nous avons divisé l'État en 3 paliers de gouvernance. Il y a le gouvernement central, le gouvernement départemental ou provincial, et puis il y a les municipalités. Hein, c'est de cette façon que nous allons. Donc, le gouvernement central pilote. Il y a trop de bruit chez vous, monsieur. Allez-y, Bernard. Voilà, donc je disais, voilà pourquoi nous avons divisé les paliers de la gouvernance de l'État. Hein. Donc, l'État est divisé en 3 paliers. Il y a le gouvernement central qui est le propriétaire du Congo, entre guillemets. Il y a éventuellement le gouvernement provincial et le gouvernement municipal. Et
par rapport à la division et la répartition de la gestion de l'État, pour ne pas donner la responsabilité de l'État simplement à quelques individus, comme nous sommes en train de regarder aujourd'hui avec Bouya Jean-Jacques et Sassou Denis, qui gèrent des multimilliards de l'argent du Congo, mais dont les départements ne bénéficient absolument de rien. Nous voulons donc donner des responsabilités à tous les gouvernements. Et en ce moment-là, quand nous parlons des ressources naturelles ou du pétrole ou du gaz qui sont retrouvés dans les départements, vous voyez qu'il y a des dividendes qui doivent revenir forcément à ce département. Mais le gouvernement central a aussi la responsabilité de redistribuer les fonds de la richesse nationale dans tous les départements. Voilà pourquoi, dans la proposition, nous l'avons dit d'une manière claire qu'aucun département ne sera supérieur aux autres. C'est par rapport à la redistribution des gains qui reviendra au gouvernement principal, donc au pouvoir central. Hein, c'est clair là. Mais la dividende, pourquoi nous le disons, c'est pour permettre au gouvernement départemental d'assurer les services à l'État et d'assurer les services à l'État. Par exemple, nous avons dit que le pouvoir du gouvernement central, c'est le commerce international, c'est la défense, c'est la sécurité des frontières, et ainsi de suite. Et nous avons dit le pouvoir départemental, c'est éventuellement assurer l'approvisionnement d'électricité, le service éducatif, les hôpitaux, donc le service de santé, les routes régionales. Vous voyez que tout ça, ça va demander des fonds. Et donc, quand il y a des ressources naturelles qui sortent, qu'on retrouve dans ces départements, ça serait déjà un atout parce qu'il y aura des dividendes qui rentreront directement dans l'approvisionnement de ces services. Donc, c'est clair et net que nous voulons ici voir un Congo où les départements, les citoyens seront impliqués dans la gestion de l'État. Les citoyens verront de ce qui sera émis dans leur département par le biais de leurs représentants de ces départements. Voilà, merci Bernard Pongui. Alors, peut-être un détail ajouté, M. Gervais Birangui, sur ce point précis. Non, effectivement, je soutiens exactement tout ce que mon frère Bernard Pongui vient de dire et ce que Tom a dit. La redistribution des dividendes, la redistribution des ressources, maintenant doit bénéficier les 12 départements. Pas seulement une ethnie, pas seulement une petite partie du pays. Tous les Congolais doivent bénéficier des richesses et de la terre. Mais vous prévoyez aussi des privilèges pour ceux dont les terres sont exploitées, non? Par exemple, la région du Kwilu devrait avoir un pourcentage spécial pour son pétrole. C'est cela, Bernard? Exactement. Nous avons parlé des dividendes. Cela, donc, les dividendes on peut dire, une valeur ajoutée à un département ou une ville où on a retrouvé les ressources naturelles. C'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans la redistribution de la richesse nationale, il y aura un pourcentage, un facteur de plus qui va s'ajouter à ce département. Hein, ça, c'est clair. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, c'est qui est totalement différent dans le régime actuel. Hein. Le Kwilu n'a rien. Hein, ou c'est qu'à Télé, là où on exploite de l'or, ils n'ont rien. Rien. Ou encore à Bambama, là-bas dans la Lekumu, là où on exploite le fer, ou à Mayoko, là où on exploite du fer. Ils n'ont rien. Les populations n'ont rien. Ces départements n'ont rien. On veut ici encourager ce que nous appelons l'émancipation de tous les Congolais à travers les ressources naturelles. Voilà, donc merci à tous. Je constate qu'il y a beaucoup d'amis déjà connectés. Salut donc à tous ceux qui sont connectés à ce journal de la communauté. Je rappelle que nous recevons à ce journal de la communauté, cette édition spéciale, les amis de Congo Debout, notamment Tom Melvin, Gervais Birangui, Bernard Pongui, qui viennent donc nous présenter le manifeste pour la libération du Congo. Alors, dans le cadre de la gestion de ces ressources, vous avez également prévu le système de la révocation populaire, donc d'initiative populaire, c'est-à-dire que vous prévoyez une clause qui fasse que un mauvais dirigeant qui aurait détourné de l'argent soit retiré ou bien démis de ses fonctions avant terme. C'est cela. C'est cela, Gino Wiss. Mais nous avons donc donné les leaders ou les responsables ou les administrateurs une période, on peut dire, d'approbation de 6 mois. Hein. Tout ça, c'est pour éviter l'instabilité des institutions. Pourquoi nous avons pensé à ça? Parce que nous constatons que les leaders politiques ou les administrateurs reviennent auprès de tous ceux qui les soutiennent seulement au moment des élections. Et puis, les citoyens doivent regarder le bilan. On ne vient pas à l'État pour devenir riche, mais on vient pour servir l'État. Ceux qui ne sont pas prêts à servir l'État, ben, ils n'ont qu'à aller créer leurs entreprises pour devenir riches. Voilà pourquoi nous avons permis aux citoyens de mettre
comme du jaugeage, hein, pour regarder comment le monsieur travaille et s'il est prêt à aider les citoyens, s'il est prêt à développer sa localité. Hein, c'est cela. Et donc, les citoyens seront libres 6 mois après de déclencher le processus revocatoire pour pouvoir déboulonner l'élu, où l'administration va regarder que le responsable ou la hiérarchie a failli à sa mission. Ils vont déclencher ce processus, ainsi de suite. Mais dans le contexte où l'individu est suspecté en matière de vol, de pillage, de conflit d'intérêts, le processus se déclenche automatiquement pour le révoquer de sa fonction. Évidemment. C'est une façon de responsabiliser, une question d'éthique et de déontologie. Très bien. C'est très important ce que Bernard est en train de dire, parce qu'au fait, Bernard a essayé d'expliquer ce que nous allons faire. Mais techniquement, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le e-government, comme partout, vous le savez, et nous avons une gestion de toutes les activités gouvernementales. Donc, même le citoyen a droit de voir tout ce qui se passe. C'est-à-dire, chaque ministère a un budget, et le budget, il est bien public. Et tout le monde le sait. Et toutes les dépenses sont publiées. Au fait, sont publiées aux échelles à ceux qui ont accès à la plateforme. Et cette plateforme de la bonne gouvernance qui est le e-gouvernement, le e-gouvernement nous permettra de bien suivre les activités de chaque département, de chaque ministère et de chaque gérant d'une société publique. Alors, avec tous les outils que nous aurons mis en place, que nous aurons avec à la Nouvelle République, et qui est le vrai Congo, hein, le Congo qui poursuit le Congo de la liberté et de la justice, c'est avec ces outils que nous allons bien atteindre nos objectifs. Et le peuple est très libre parce que dans une république, le peuple doit participer, doit s'intéresser à la gestion de la chose publique. Et donc, comme la gestion de la chose publique, elle est faite par les dirigeants, et bien ces dirigeants doivent aussi être transparents et nous devons avoir aussi des outils transparents qui vont nous permettre à bien mettre fin à la corruption, à bien mettre fin à la gabégie, à bien mettre fin à la mauvaise gestion. Voilà, merci donc Tom Melvin. Dis-Louis, c'est juste oui, pour les auditeurs, oui. tout ce que Tom Melvin venait de dire, le frère Tom Melvin venait de dire sur la clarté dans le nouveau système, ils peuvent aller le regarder à partir de la page 26, la déontologie et l'éthique. Donc, tous ces services-là, les comptes, la gestion, la gouvernance, c'est énuméré dans ce chapitre-là, à partir de la page 26, ce que nous appelons l'éthique et déontologie des pratiques de l'Alliance. Très bien. Voilà, merci donc. Juste pour résumer, le vieux Lewis, je vais juste résumer. Ce que nous essayons de dire ici, à la différence de la gouvernance de M. Sassou Nguesso, c'est que maintenant, les leaders politiques vont être responsables devant le peuple. Il faut que maintenant la vie des populations avance aussi. C'est ça. Voilà, vous avez donc éthique et déontologie des pratiques de l'Alliance. Voilà, pour ceux qui peuvent avoir ce document, vous pourrez donc lire les détails dont venait de parler Bernard Pongui. Alors, Bernard, et éventuellement, c'est la section 7.2. 7.2, vous avez regarder, nous enregistrons correctement les informations, l'exactitude des registres financiers, tout est là-dedans. C'est là le point de transparence que nous voulons apporter. Donc, 7.2, voilà. Je vais rapidement lire. Dans le nouveau Congo, nous devons rendre des comptes sur la gestion financière de notre nation. Les analystes financiers, les créanciers, les prêteurs et d'autres membres du public attendent que nous leur fournissions des informations fiables sur les opérations, les performances et les perspectives économiques du pays, je crois. Notre crédibilité se mesure à l'intégrité de nos livres, de nos registres et de nos rapports financiers. Voilà, donc nous allons poursuivre ce journal La Communauté donc avec les amis qui sont sur le plateau. Je rappelle à M. Mabonza, s'il veut intervenir, donc d'attendre que je donne la parole à ceux qui donc suivent l'émission. Vous devez suivre l'émission et vous réagirez. Je vous amènerai sur le plateau, M. Mabonza. Alors, Bernard Pongui, je crois que vous avez là, dans la recherche des moyens de votre politique, j'ai vu que dans le document, vous voulez vous donner des moyens en procédant au recouvrement des biens mal acquis, de l'argent volé. Alors, je vais donc lire rapidement ce que vous avez écrit. Tous ces fonds, donc tous nos fonds, les fonds des contribuables congolais qui ont été volés seront retracés, récupérés et transmis au trésor public congolais. Ce n'est pas aussi facile que ça, non? Tom Melvin. Louis,
Tom. Nous le savons, Ok. ce n'est pas facile. Pongui, allez-y, allez-y. Voilà, excuse-moi Tom. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous savons, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. L'Angola est en train de le faire. Parce que Dinois, 14 000 milliards de l'argent du Congo se retrouve dans les poches des gens. 14 000 milliards. Vous comprenez? C'est l'avenir de toute une nation. C'est des générations et des générations. Cet argent doit revenir au Congo pour relancer la machine économique. À l'heure où nous sommes en train de parler, si cet argent ne revenait pas au Congo, le Congo va vivre une crise économique peut-être plus de 50 ans. Et les Nguesso vont continuer à demeurer les créanciers du Congo avec l'argent du contribuable qu'ils ont placé dans leur bunker personnel ou dans les paradis fiscaux. Oui, donc cet argent, c'est nécessaire. Et l'État, le nouveau Congo, mettra tous les moyens nécessaires pour récupérer tout l'argent du Congo que ces gens-là ont volé. Parce que c'est notre ultime moyen de survie. Nous récupérons cet argent, c'est pour relancer ce que nous avons appelé l'agriculture de grande échelle et puis le tourisme de grande envergure par le biais de la création d'une banque agricole pour financer tous les projets agricoles. C'est clair, nous avons là une vision, les moyens, nous les avons, notre argent se retrouve dans les bunkers personnels, nous irons récupérer cet argent. Voilà, Tom Melvin, oui, vous aviez un détail, je crois. Oui, Louis, il est clair. Hein, c'est parce qu'en fait, on va pas les caresser, on ne va pas demander aux voleurs de nous donner l'argent qu'ils ont volé. On va simplement pousser un peu la machine judiciaire faire son travail. Donc la justice, ce sont les gens qui sont déjà, on les connaît tous, ce sont les gens qui seront arrêtés et en l'arrêtant, et c'est là où nous aurons, mettons le deal on va mettre le deal sur la table. Soit vous libérez, soit vous rapatriez tout ce que vous avez volé et que nous connaissons tous bien, et soit vous restez 75 ans en prison. Parce qu'aux États-Unis, nous voyons, et on ne blague pas avec l'évasion fiscale, on ne blague pas avec l'argent de l'État que vous volez ailleurs. Donc, c'est dans ces pratiques que nous allons mettre en place. Nous avons étudié tous ici, dans les grands pays, nous avons appris la bonne culture. Et comment les autres sont en train de régler leurs problèmes, c'est comme ça que nous allons imposer au Congo. C'est ce que nous allons apporter. Parce qu'ils disent toujours que vous êtes partis à l'étranger pour étudier. Oui, nous avons étudié, mais pour que nous puissions mettre en place, nous puissions appliquer ce que nous avons étudié, il faut les mettre en pratique. La pratique sera que les voleurs doivent être arrêtés et c'est par rapport aux interrogations et tout que les voleurs doivent sortir leur argent. Sinon, 75 ans d'emprisonnement. C'est ça. Et je veux juste ajouter pour dire que dans cette partie-là, nous appliquerons le principe de tolérance zéro. C'est dans le document, allez voir. Le principe de tolérance zéro. Quand on parle de rapatriement de l'argent volé par cette génération-là, ces leaders-là qui ont mis le pays dans la médiocrité, nous n'allons pas chipoter avec ça. L'argent doit revenir parce que le nouveau Congo doit se construire. La vie des Congolais doit maintenant avancer. On ne plaisante pas avec ça. Ça, il n'y a pas de compromis là-bas. La tolérance zéro quand il s'agit de rapatrier les fonds et ceux qui ont volé vont devoir faire la justice. C'est comme ça. Ça, c'est une réalité dans laquelle nous sommes. C'est dans le manifeste. Merci. Voilà, donc, sur la base de ce que nous lisons dans le document, on constate que vous êtes des adeptes de la bonne gouvernance, notamment, vous allez jusqu'à proposer même des salaires. Réduire les salaires des députés, les salaires des agents dans les régions, des ministres. Alors, Bernard Pongui, vous qui avez donc certainement fait ces propositions de coupe budgétaire, vous pensez qu'il faut réduire le Parlement à 84 membres, donc que les salaires devraient descendre pour un ministre à 5 millions de francs CFA, c'est cela, Bernard Pongui? Un ministre à 2 500 000, je crois. 5 millions, c'est le Premier ministre qui sera le rôle de président de la République. Et 2 500 000 pour un ministre. Alors, donc, vous pensez qu'à travers ça, vous allez faire des économies? Dinois, présentement, si vous essayez de regarder le budget et le paiement, la grille salariale des ministres au Congo, un ministre au Congo, minimum 15 millions de salaires mensuels. Et en plus, c'est faramineux. Voilà. Et en plus, chaque ministre bénéficie de 2 millions de primes de logement. Oui, je dis Louis. Pendant ce temps, le CHU de Brazzaville est fermé. Les retraités ne sont pas payés. Les bourses des étudiants ne sont pas payées. Vous travaillez pour l'État. Vous travaillez pour ces citoyens-là. Comment osez-vous récupérer toute la marge du pays
pour votre propre intérêt et vous négligez le peuple. Non, il est temps de rétablir le pouvoir au niveau de ce peuple. Il est temps de remettre le pouvoir d'achat entre les mains de ce peuple. Il est temps de penser à la société. Vous voulez être riche? Allez-y faire vos affaires. La force économique. L'État n'est pas là, une pompe pour vous rendre riche. Voilà pourquoi nous avons pensé récupérer, faire ces coupures, récupérer cet argent, redonner dans la construction des écoles, remettre en place le système social des familles les plus démunies. Trouveront là la possibilité d'avoir, comme nous avons grandi, hein, on a bénéficié de ces aides de l'État, de l'huile, des poissons salés, de l'haricot, du riz gratuit que les services sociaux nous donnaient. Donc nous voulons redonner ici ce que nous appelons une nouvelle forme de pensée que nous avons dit mindset, dont une démarche cardinale d'emmener le Congo vers le vivre ensemble, pour ce qui ferait que la haine va quitter, les séparations vont quitter, et tout un chacun va se retrouver confortable dans le nouveau Congo, et donner la chance à tous les enfants du Congo de pouvoir avancer. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut des coupes. C'est dramatical, c'est drastique, mais il faut le faire pour faire avancer le pays. Sinon, nous allons continuer à pleurer. Et donc, vous proposez, par ricochet, la suppression de l'institution présidence de la République. Éventuellement, d'une WIS, comme nous avons constaté les dépenses de cette institution, c'est énorme. Des voyages de bidons que nous voyons que ça soit en train de réaliser, c'est incroyable. C'est en multi-millions de dollars américains de l'argent du contribuable congolais. Et ça produit quoi? Cette fonction a amené quoi? La concentration du pouvoir autour d'un seul individu, le culte de la personnalité. Et c'est aussi le point de la séparation, le point de la division. Un seul homme détient tout le pouvoir du pays, sans même quoi? Le régionalisme, sans même quoi? Le tribalisme, sans même quoi? Les abus, ainsi de suite. Nous avons pensé suspendre cette fonction jusqu'à ce qu'il y ait une maturité politique, une maturité économique au Congo. Et en ce moment-là, les Congolais vont penser un jour s'ils veulent ramener le pays vers ce régime présidentiel. Voilà pourquoi nous avons proposé le régime parlementaire piloté par un Premier ministre, un gouvernement central de 12 membres, où chaque région ou chaque département est représenté. Vous voyez, c'est une façon d'éviter que le pouvoir soit concentré sur un seul individu. Oui, est-ce que les autres ont détaillé? Sinon, nous allons poursuivre. Oui, allez-y rapidement. Oui, je voulais juste dire, pour ajouter à mes frères, ce que mes frères ont dit, c'est important que nous fassions de cette manière parce que nous voulons donner l'opportunité à tous les Congolais maintenant de participer et donner la possibilité à la voix au peuple, plus à des individus. Et de l'autre côté, quand on parlait de la transition politique, nous allons mettre en place une commission de contrôle de qualité d'inspection pour aider maintenant à éduquer les nouveaux politiciens. Parce que nous ne parlons pas seulement aux anciens politiciens, la génération de M. Sassou Nguesso. Nous parlons à notre propre génération, à ceux qui veulent venir. La partie des salaires dont on a parlé, qu'on va couper, on veut qu'eux, ils se préparent à prendre le pouvoir avec les chiffres que mon frère Bernard Pungui a expliqué ici, là, les 2 500 000, les 5 millions pour le ministre et les 700 000 pour les députés. La raison pour laquelle on le dit, c'est parce qu'on veut qu'eux, ils sachent que quand ils vont venir au pouvoir avec la nouvelle éducation, les nouvelles valeurs, l'intégrité et le petit salaire, ils viennent pour servir les Congolais, pas pour se servir. Voilà, je vois que également le manifeste consacre, vous voyez, j'ai quand même jeté rapidement un coup d'œil, ce document vient d'être publié ce matin et j'ai rapidement, à vol d'oiseau, jeté un coup d'œil sur les aspects essentiels. Le document consacre aussi la fin des nominations des juges et des procureurs, notamment. Comme on le voit, donc vous vous inspirez de la réalité occidentale. Ici, par exemple, les shérifs et autres, ce sont des élus du peuple. C'est cela, Tom Melvin. Oui, effectivement, parce que quand nous restons dans le concept de nomination, et nous voyons ici le tribalisme, on voit ici que le pouvoir est pris en otage, c'est-à-dire le peuple est pris en otage par un groupe d'individus qui veulent rendre justice, qui veulent devenir les contrôleurs de la vie des autres.
mais pour essayer un peu de laisser, parce que ce sont les choses publiques qui seront discutées, qui seront jugées. Alors, le peuple doit avoir ce pouvoir. C'est le pouvoir du peuple et ça doit venir du peuple. Le peuple doit voter, hein, voter les juges, les procureurs, afin que nous puissions avoir un environnement, comme on dit, un nouveau Congo, qui sera vraiment un Congo de la justice, un Congo du respect, hein, et parce que tout sera... parce qu'il est clair, Monsieur Lewis, de savoir que nos décisions, les démarches sont fortes, mais elles sont bonnes. Et compte tenu des prisons, des centres de correction que nous allons mettre en place dans tous les départements, et nous avons besoin des juges qui doivent être votés par le peuple. Voilà. Voilà, je vois que vous avez même prévu l'augmentation des prisons, quoi. Pensez-vous à ceux qui dirigent déjà, que vous irez jeter là-bas ou quoi? Louis, Vous dites même que je n'ai pas fini, qu'il faut... Et vous êtes sévère sur les peines, même les policiers, le minimum pour vous, c'est 15 ans ferme, et vous allez jusqu'à 25 ans sans que la peine ne soit revue. C'est quand même trop sévère pour vous, non? Louis, on voulait ramener ici l'intégrité du Congo sur la scène internationale et l'intégrité des dirigeants au sein même des Congolais. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est d'apporter la rigueur, de supprimer les conflits d'intérêts et les trafics d'influence. Quand la machine judiciaire fonctionne présentement au Congo, tous ceux qui sont nommés, il y a des conflits d'intérêts, le trafic d'influence, éventuellement l'impunité qui est observée. Donc, pour ramener un pays dont nous voulons avoir une justice solide, fondée sur une forte loi de tolérance zéro, il était question de donner le pouvoir au peuple de voter ses juges, ses magistrats, ses procureurs. Parce qu'il y a aussi ce que nous avons appelé le référendum citoyen revocatoire, qui va aussi regarder ces magistrats. Donc, ils viendront pour servir le peuple. Maintenant, des peines de prison sévères, le rôle de la police est de servir et de protéger. Le rôle de la police n'est pas d'arnaquer les citoyens, n'est pas de jouer à l'indiscipline, mais à la discipline. Voilà pourquoi ceux qui ont été formés pour pouvoir servir et protéger doivent être sévèrement punis dans les contextes où ces individus-là n'observaient pas la loi. Voilà pourquoi nous avons pensé endurcir les peines de prison, par exemple, jusqu'à 25 ans sans possibilité de libération pour ceux qui ont volé l'argent de l'État à une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Une question de dire que l'argent de l'État est sacré, c'est pour la nation. On ne peut pas se le permettre de l'utiliser pour des motifs personnels. Voilà pourquoi nous avons aussi mis en place le code de déontologie et d'éthique, hein, pour dire aux gens, tu viens pour servir l'État et non les intérêts personnels. C'est cela la vision. Si nous voulons un Congo développé, un Congo avec une vision claire, il faut que nous amenons un véritable changement. Nous avons quelques perturbations. Wow. Je ne sais pas, celui qui arrive. Allô? 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 Oui, mais je ne sais pas. Présentez-vous, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous identifie pas. Hein? C'est Joe Curtis, j'active. Bon, activez votre caméra, ça nous... Je vous remets, voilà, bon, c'est très bien. Alors, donc, nous allons poursuivre ce journal de la communauté. Toutes nos excuses pour cette perturbation qui nous vient de cet ami. Alors, Joe Curtis, c'est vous qui allez engager la question qui suit. Donc, nous parlons des réformes que vous allez apporter. Vous avez également une autre direction. Vous allez vous attaquer donc à l'armée de Sassou que vous allez mettre en déroute. Vous dites que vous allez la dissoudre. Donc, cette armée sera dissoute et la gendarmerie le sera également. Mais dans le cas de la gendarmerie, elle le sera de façon définitive. Pourquoi cette particularité, Bernard Pongui? Dean Lewis. Avant que Curtis ne prenne la parole, bien sûr. D'accord. Dean Lewis, le régime de Sassou est bâti pour conserver le pouvoir dans le clan. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à déballer la machine militaire sur tout le pays. Le département de Poul que nous avons connu le génocide pendant 2 ans démontre un exemple. L'armée est totalement bâtie sur ce que nous appelons le régionalisme, le tribalisme. Nous ne pouvons avoir un Congo nouveau avec des forces de sécurité qui sont à 99% concentrées sur un seul département ou sur des ethnies. Il est question ici de mettre en place
une armée républicaine. Cela doit se faire en mettant à plat toutes les forces de sécurité du Congo. La gendarmerie sera complètement dissoute parce que la gendarmerie joue le même rôle que la police nationale. Il y aura une possibilité de récupérer les anciens militaires, les anciens policiers, les anciens gendarmes dans la nouvelle armée républicaine, à condition que ces individus-là présentent une probité morale claire, des aptitudes physiques, et ces gens seront rééduqués pour prôner ce que nous appelons le Congo de tout le monde, c'est-à-dire le côté patriotique, le côté citoyen, le Congo nouveau. Tant que nous n'allons pas effacer cette armée de Sassou, nous allons continuer de vivre de coup d'État en coup d'État. Le pouvoir va être concentré dans les clans. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons un Congo où tout le monde sera sécuritaire, un Congo où, du point de vue international, on nous respecte, un Congo où l'armée travaille pour les citoyens, pour protéger la nation, et non des individus, et non une famille. Merci Bernard Pongui. Le temps presse, nous allons rapidement voir donc Joe Curtis. Il y a assez de bruit chez vous. Joe Curtis, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous entrevoyez cette nouvelle armée que vous allez former une fois au pouvoir? On dit que vous allez dissoudre celle qui existe, qui est tribale. On n'a pas honte à cela à le dire. Alors, comment entrevoyez-vous la nouvelle armée congolaise? Joe Curtis. Le son est bon? Allez-y, c'est pourquoi je vous donne la parole. D'accord. Mes salutations à tous. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je vais aller directement à un sujet. Vous savez, même le mot simple, armée, même le mot simple, armée, quand vous allez sur Google, quand vous cliquez, ça vous donne la définition qui n'est pas liée à la réalité de l'armée congolaise. Rien que la définition. Et pour aller dans le sens clair, le contexte congolais, le Congo n'a pas une armée. Mais le Congo, l'armée congolaise est tout simplement constituée de milices. C'est en fait une grande milice organisée en sous-sections, s'il faut le dire. On a le général Ndenge qui gère la police dans sa façon pour protéger le chef de l'État. On a des généraux qui gèrent des sections, qui gèrent des colonels pour leur compte, pour protéger le président de la République, qu'ils considèrent d'ailleurs. Je te prends un exemple avant de répondre à la question. Obara, par exemple, Philippe Obara dit aux militaires de la garde présidentielle que vous avez le plein droit de protéger et d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Au lieu de dire vous avez le plein droit de protéger les populations, vous avez le plein droit de protéger vos frères, vous avez le plein droit de sécuriser votre territoire. Et lui, il dit, vous avez le plein droit, vous devrez soutenir le président de la République. C'est vraiment upside down. Une mentalité, un état d'esprit qui bloque l'évolution, qui bloque le vrai sens du patriotisme, qui bloque le vrai sens Et pour répondre à la question, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Il va falloir dissoudre ces milices. Il va falloir inculquer cet état d'esprit, de c'est notre armée. Il faut sécuriser nos populations. Il faut que le Congolais se sente en sécurité. Il faudrait que nos policiers comprennent qu'ils sont là pas pour protéger Sassou, mais pour protéger les populations, pour sécuriser le territoire, pour intervenir dans les situations d'urgence, pour sécuriser les populations. Et c'est dans ce sens-là que nous allons, j'allais dire, intervenir, mais dans la planification, ça sera plus décentralisé. Déjà, l'idée de décentraliser les pouvoirs va vraiment aider pour la formation de l'armée. Nous aurons, dans le plan, il y aura 12 les 12 départements seront décentralisés et responsables. Donc, ça va faire de telle sorte que même l'armée, on va plus se retrouver dans des situations où un général de Pointe-Noire gère même l'armée qui est à Brazzaville, il gère les colonels qui sont à Brazzaville, il donne des ordres pour les arrestations. Regarde ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Au Songo qui dit que tous ceux qui sont, je ne sais pas quoi là, sont contre, n'ont même pas le droit de vivre.
Je t'assure qu'avec ce nouveau concept, cet état d'esprit-là va disparaître. Voilà, merci donc Joe Curtis pour votre réaction. Rapidement, M. Mabanza, en fait, M. Mabanza n'a pas contribué à ce document. Quelle est votre réaction s'agissant de la publication de ce manifeste? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un manifeste intitulé « Pour la libération du Congo-Brazzaville ». Alors, vous avez certainement suivi quelques minutes de cette émission. En 60 secondes, quelle est votre réaction? Merci, Louis, pour cette opportunité que vous... Alors, je vois qu'il a aujourd'hui des problèmes. Afin de dire quelque chose. Non, je n'ai pas de problème. Je vous écoute là. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, je disais qu'une fois de plus, merci pour cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir m'exprimer à travers votre chaîne et à tous ceux qui nous entendent et à ces compatriotes qui ont présenté un document que moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ils l'ont présenté avec brio, n'est-ce pas? Avec une éloquence très satisfaisante. J'ai recensé tout cela en trois axes. J'ai le grand B et le grand C. Sur le grand A, je les félicite parce qu'ils ont ressassé tous les mots qui minent, n'est-ce pas, la société congolaise sur les compartiments, l'économie, la redistribution des richesses, la justice, l'armée républicaine, la fonction des ministres. Ils ont proposé Nous avons des problèmes de son avec la nouvelle République. Non, mais moi. Oui, vous avez des problèmes de son aujourd'hui, Daniel. Nous serons obligés de vous arrêter. Il y a des difficultés de son. Alors, nous allons poursuivre. Je vous entends bien. Je vous entends bien, Jean-Louis. Vous nous entendez, mais nous avons de peine. Est-ce que vous l'entendez continuellement sans coupure? Non, il y a des coupures. Hein. Vous avez des coupures, mais vous ne saurez le constater vous-même. Terminez votre propos, allez-y. Alors, vous voyez qu'il a des problèmes. Alors, nous allons poursuivre donc cette émission. Le temps presse, il nous reste une dizaine de minutes pour appuyer ce que nous avons prévu. Alors, Bernard Pongui, je reviens. Non, Tom Melvin, voilà, avec vous, Tom Melvin, je constate aussi que dans certaines parties de ce manifeste, on l'aspect d'un sévère réquisitoire contre Denis Sassou Nguesso parce que vous prévoyez de geler ses avoirs, de lui interdire de voyager et de transférer son argent gardé à l'étranger. Comment allez-vous réaliser tout ça? Oui, mais en fait, aujourd'hui, tous les Congolais savent que le problème, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Et c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a mis en place un système pour qu'il soit toujours à la tête du pays et avec un système d'impunité. Et c'est dans ce système d'impunité qu'il a pu, avec notre argent, corrompre les gens qui deviennent les assassins du peuple congolais. Alors, avec M. Sassou, il est simple. Parce que M. Sassou a eu la chance que quand le président Bissouba était au pouvoir, on n'avait pas la société civile. La société civile n'avait pas porté plainte contre M. Sassou pour détournement de fonds. Et puis on devait être arrêté. Quand il devait mettre pied au Congo, il devait être arrêté. Malheureusement, la société civile n'avait pas fait ce travail. Et nous, aujourd'hui, la nouvelle génération, nous devons, M. Sassou, pour qu'il puisse vivre au Congo, pour qu'il ne soit pas peut-être. On peut pas le chasser du Congo. Hein. Il a pillé le Congo, il a détruit le Congo. Il est temps qu'il puisse faire face à cette réalité et de ramener, de rapatrier l'argent volé. Mais sinon, ce que nous allons faire, c'est tout à fait clair, ce que nous avons dit. Il sera interdit de quitter le territoire congolais. Et lui, il sera interdit même de quitter. Il sera plus, Oyo ou Edu ne sera plus son domicile. On va le mettre à Mayama ou dans le pool, dans une maison surveillance bien surveillée. Et comme ce qu'il a fait pendant 12 ans à M. Yombi. Au lieu qu'il soit là-bas, donc il sera là-bas. Donc du coup, pour que nous puissions vivre en harmonie, ce n'est pas une vengeance ici. Hein. Moi, je suis... parfois, il y a des gens qui diront non, mais c'est une colère, ce n'est pas la colère.
Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas le sentiment. C'est l'esprit patriotisme qui nous anime de présenter des solutions appropriées pour le Congo de demain. Donc, comme il est la cause de la destruction massive du Congo, et ce que nous devons faire, c'est quoi? On n'a pas besoin de sa personne, mais on a besoin de ce qu'il a volé, le Congolais. Donc, pour que nous puissions arriver à ce point, on doit le mettre hors état de nuire. Voilà. Avant de poursuivre, je salue donc les auditeurs connectés. Vous avez Général Keteka, Ferrolo Bembe, Alphonsine Mikwiza, Ludovic Labrise. Ils sont nombreux connectés déjà. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, je vous donnerai quelques 5 minutes à la fin pour le faire. Alors, Bernard Pongui, vous avez une petite fenêtre pour Denis Sassou Nguesso, donc vous pensez que vous pouvez lui ouvrir cette fenêtre pour qu'il reste sur place et avec en contrepartie pour vous l'obligation de vous restituer tout ce qu'il vous doit. C'est cela? Dino, oui, c'est d'ailleurs même ça l'objectif de le maintenir au Congo, tant que nous n'allons pas récupérer tout notre argent qu'il détient. Nous savons que Saint-Marin l'a dit d'une manière claire, que ce type avait mis en place 36 comptes bancaires là où il a dissimulé l'argent du Congo. Et ça, ce n'est qu'à Saint-Marin, un petit État, non loin de l'Italie. Donc, l'objectif de le maintenir au Congo, c'est éventuellement trouver un terrain. Ce n'est même pas trouver un terrain, parce qu'il y aura une forte justice qui sera là, qui va donc travailler avec lui pour qu'il restitue tout l'argent du Congo là où il a volé. C'est là où il va nous dire où est-ce qu'il a mis tout l'argent du Congo. Nous ne sommes pas des assassins. Hein. Le nouveau Congo sera un Congo de droit, la justice. Hein. Donc, ce n'est pas un Congo qui tue. Sassou n'est pas notre ennemi, mais il fera face à la justice. Nous ne sommes pas une génération de lavement des mains. Nous sommes une génération du principe de la tolérance zéro, où le vol sera prohibé, où le banditisme sera prohibé, ainsi de suite. Donc, c'est la justice qui fera face à ça. Ce n'est pas la politique. Il faut dire que le principe des juges votés, des procureurs votés, c'est une question de rendre totalement séparer le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, ici que nous appelons fonction Premier ministre et ainsi de suite. Oui, dit Loïs. Donc, on dit que l'amnistie serait donnée à tous les Congolais qui ont volé l'argent du Congo, qui veulent trouver ici un deal, comme l'a dit le frère Tom Melvin, un deal qui va les empêcher de les emmener dans les prisons jusqu'à 75 ans. Mais ils vont trouver là une opportunité, comme le fait l'Angola aujourd'hui. Voilà, 40 minutes. 40 minutes déjà, l'a fait en Arabie Saoudite, le prince saoudien a fait un deal avec ceux qui ont volé l'argent de l'Arabie Saoudite. On les a placés dans un hôtel 5 étoiles qui a été ils ont remis l'argent de l'État. Voilà, c'est une proposition. La vision. Une proposition alléchante. Je crois que cet appel a été entendu. Rapidement, 40 minutes d'émission, il nous reste une dizaine de minutes et nous allons nous séparer. Alors, qui veut rapidement réagir sur la même question? Non, je veux juste dire qu'effectivement, c'est pour démontrer que nous avons mis la justice sur la table, mais nous ne sommes pas au même moment des barbares. Ça, c'est un message qui doit passer aux gens de Sassou Nguesso. Nous ne réagissons pas comme vous. Nous ne voulons pas tuer ou faire verser le sang. Non. Nous voulons donner une procédure de discipline qui dit que si tu détruis le pays, tu vas être puni. Pas absolument tué, pas au poteau. Nous ne sommes pas à l'époque de la GMNR, M. Sassou Nguesso. Nous, ici, nous mettons la justice. Vous allez être enfermés et vous allez devoir remettre ce que vous avez pris et que le peuple aussi, qu'il y ait des leçons pour la jeunesse. Parce que notre génération ne doit pas venir répéter ce qu'eux, ils ont fait. Il y a un autre message ici qui est plus important, le Don Lewis. Ma génération et nos petits frères ne peuvent plus jamais répéter cette manière de travailler qui a mis le pays dans la médiocrité pendant 40 ans. C'est ça le message ici. Voilà. Alors, nous allons aborder la chute, donc les problèmes cruciaux. Nous parlons maintenant de transition. Vous avez prévu une transition politique pour réaliser tout cela. Alors, le premier chiffre, c'est 3 et le deuxième, 5. 3 ou 5 ans. Je peux rebondir sur un aspect, je ne sais pas si Bernard a parlé de ça. Lequel? Celui dont vient de parler
dans l'aspect des pouvoirs. Allez-y, allez rapidement, nous allons devoir avancer. Joe Curtis, allez-y. Voilà, donc l'aspect des pouvoirs se présente comme tel. Donc il y aura le pouvoir central qui va, c'est comme ici aux États-Unis, par exemple, les ICE, ceux qui s'occupent du Homeland Security, ceux qui s'occupent de la sécurité territoriale et les frontières, tout ça et autres. Donc, au premier niveau, nous avons le pouvoir central. Au deuxième rang, nous aurons le pouvoir départemental. Donc, à ce moment-là, le fait que les 12 départements seront responsabilisés, les pouvoirs seront décentralisés aux dirigeants, aux responsables de ces départements de s'engager dans la communauté, de s'engager dans les problèmes de ces départements. Et au troisième niveau, nous aurons le pouvoir municipal. Et c'est à ce moment-là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, avec le pouvoir municipal, les avantages que nous aurons, par exemple, vous allez voir, dans Brazzaville, on a 7 arrondissements, mais ces arrondissements-là dépendent d'une seule section. Par exemple, les sapeurs-pompiers doivent aller intervenir en Filou, doivent intervenir en Nganganingolo, doivent intervenir en Kombo, tout ça et autres. Donc, avec le pouvoir municipal, ça va permettre que les arrondissements, par exemple, les situations que vivent les populations, les arrondissements peuvent faire face à ce genre de situation. Les érosions, par exemple, on aura des sections d'équipe des sections des sapeurs-pompiers, par exemple, dans chaque arrondissement, ils peuvent facilement intervenir aux situations au lieu d'attendre, au lieu de dépendre d'une seule section qui se trouve à Mongali, qui doit aller intervenir dans toutes les 4 villes. Et rapport avec le problème des routes, ça ne fait que causer des dégâts et de stress et de tristesse. Donc, ces 3 pouvoirs-là vont vraiment permettre un grand départ, que ce soit au niveau, j'allais dire, l'état d'esprit de ces populations qui vont se sentir sécurisées, qui vont se sentir considérées, parce que quand tu as la police dans ton arrondissement, quand tu as ces services, par exemple, d'intervention rapide, de crise et autres, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne quand même de l'espoir, vous vous sentez considéré et vous sentez que vous êtes citoyen et vous sentez que vous vivez dans un environnement sérieux et en sécurité. Alors, on espère que le rêve deviendra réalité, mais entre-temps, Joe Curtis, vous avez une auditrice donc, qui vient de demander la parole rapidement. Donc, Alphonsine Mikuiza qui va intervenir sur... Donc, il y a une question précise pour le groupe. Allez-y, Alphonsine. Oui, merci de me donner la parole, Monsieur Jean-Lewis, et je salue tous ceux qui interviennent. Alors moi, je suis complètement étonnée. C'est bien de prévoir des choses, mais la question que je pose à tous ces intervenants par rapport à leur manifeste, ils comptent sur qui pour dégager Sassou d'abord? Nous allons, parce qu'il faut qu'on dégage c'est prévu, la question est prévue, nous allons l'aborder dans quelques secondes. D'accord. Mais parce que c'est la clé d'abord. Si vous n'arrivez pas à ouvrir la maison, je ne sais pas comment vous pouvez aller installer vos meubles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous allons répondre à votre question. Est-ce que je peux répondre rapidement? Je ne voudrais pas, anticiper parce que nous étions sur la question de la transition de 3 à 5 ans. Alors, tout cela ne peut se faire évidemment oui, mais que si... transition, je comprends que si ceux qui sont là... oui, allez-y. On ne peut pas faire la transition sans avoir eu la clé pour ouvrir la porte de la maison. Bien sûr qu'ils ont prévu cet aspect dans le document. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le lire. Voilà, c'est prévu et donc ils vont essayer d'articuler pour nous dire comment cela peut se réaliser. Alors, une transition de... Merci, Alphonsine. Une transition de 3 à 5 ans. Qui peut répondre rapidement sur la nécessité, la longueur, pourquoi pas 10 ans, pourquoi pas 15 ou... Non, mais... Jean Lewis, nous avons pensé mettre en place une période raisonnable pour le Congolais de décider après s'il faut prolonger la transition ou pas. Pourquoi cette période de 2 à 3 ans?
c'est simplement une façon de remettre en place des institutions capables de pouvoir nous conduire vers des élections libres, transparentes et crédibles, hein, dont les résultats seront acceptés par tout un chacun de nous. Mais c'est aux Congolais, une fois de plus, de décider de prolonger cette période. Hein, mais nous avons pensé mettre en place une période raisonnable par rapport à l'expérience passée. Oui, Tom, je crois que tu demandais la parole là. Oui, c'est parce que en fait, notre solution, nous venons pas pour dire, voilà, nous sommes La solution. nous sommes la solution. Non, nous avons ça, c'est une proposition de solution. Nous avons bien fait l'état des choses, on a identifié des problèmes. Au lieu de passer le temps à crier ça sous-dégage, au lieu de passer le temps à dire ils ont volé, au lieu de passer le temps de pleurer à chaque instant, et nous avons pu mettre en place un manifeste et qui est comme notre guide, hein, de bien faire des choses, une proposition au peuple congolais. On prend 3 ans parce que le Congo est à terre. Hein, on va essayer, on dit toujours, au bout de 3 ans, on peut déjà mettre les institutions fortes en place. Mais si nous n'arrivons pas à le mettre au bout de 3 ans, on peut aller jusqu'à 5 ans. Ça, c'est une proposition. Maintenant, la proposition est présentée au peuple et le peuple peut maintenant décider qu'est-ce qui est mieux pour le Congo, pour le bien-être de tous. Et nous, aujourd'hui, nous avons présenté 3 à 5 ans. Alors, ça me fait dire que ce document n'est pas, somme toute, immuable. Est-ce que vous avez essayé de consulter d'autres composantes de la société, des individus, tout ça, pour essayer d'ajouter des choses pour lesquelles ils pensent qu'il y avait à redire? Dean Lewis, le document a été bâti en consultation avec les diasporas, les Congolais, ceux qui vivent au Congo, en fin de compte, l'ensemble du peuple congolais. Hein, c'est une consultation qui s'est réalisée, comme nous appelons dans les couloirs, pour pouvoir venir avec tout ce document. Mais il faut dire qu'il fallait trier. Hein, on ne pouvait pas tout mettre à l'intérieur, sinon on allait se retrouver avec un volume totalement pas lisible par les Congolais, surtout que le Congolais n'aime pas lire. C'est ça le défaut. Hein. Il fallait sélectionner, résumer, prendre l'essentiel de ce qui préoccupe tout l'ensemble du peuple congolais. Mais les consultations ont été réalisées et nous avons pensé que regrouper le maximum des informations, la situation dans un document, le maximum de 36 pages, serait raisonnable. Oui, Lewis, je vais encore ajouter, hein, nous avons simplement, on s'est inspiré sur la Bible. Même la Bible, ils n'ont pas pu mettre tous les évangiles. Je vous comprends. Gervais, rapidement. Oui, effectivement, parce qu'il faut quelque chose que les Congolais puissent avaler rapidement. Il faut qu'on puisse communiquer facilement, comme quand vous entendez le rêve congolais, vous entendez la mindset, la nouvelle manière de penser, de travailler, vous entendez la tolérance zéro. C'est des choses très simples et la création de la force économique pour construire le pays. C'est très simple, c'est facile à attraper et le message passe plus vite. Donc, on ne peut pas écrire un gros livre ici parce que les Congolais ne seront pas prêts à étudier tout ça. Et on a mis ça petit parce qu'on veut qu'ils étudient, pas seulement qu'ils lisent. Il faut maintenant étudier et juste pour me connecter à la question qu'on a reçue tout à l'heure, le peuple congolais ici, nous demandons ici le support du peuple congolais. Pour que ça parte, il faut la majorité, une majorité, il faut former un bloc. Et nous allons donner maintenant la possibilité de suivre la route. Nous allons maintenant donner la possibilité de dire que, OK, voilà à quoi le futur va ressembler si on s'assume dessous. Mais c'est tous les Congolais qui sont concernés ici. Toutes les diasporas et le pays. Alors, Curtis, nous allons maintenant répondre à la question d'Alphonsine Mukwiza. En quoi, dans le document, vous parlez de la première phase de la protestation populaire? J'ai vu des choses qui m'ont fait sourire. Donc, je voulais savoir en quoi consiste cette phase. Vous dites, je reste à la maison, je garde mon taxi et mon bus à la maison. Alors, que dois-je manger si je dois rester à la maison? En quoi, Joe Curtis, consiste cette phase de la protestation populaire? Comment allez-vous amener le peuple à comprendre ou à accepter ce que vous leur demandez de faire? Bon, mais premièrement, je vais rappeler aux Congolais que... Je ne vous demande pas de dévoiler vos stratégies. Non, mais, je ne vais pas arriver là-dessus. On ne peut pas dévoiler ça ici. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est
ce manifeste, c'est un état d'esprit, John Lewis. Pour qu'un Congolais reste chez lui à la maison, il faudrait que son état d'esprit soit mature, s'il faut le dire. Il faudrait qu'il arrive à comprendre l'état de vie dans lequel il est en train de vivre. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi ce manifeste, en fait, premièrement, c'est un état d'esprit. Donc, ce que nous allons faire, je t'assure que nous allons faire le maximum à intérioriser les Congolais, à comprendre le niveau de vie médiocre dans lequel ils sont. Et c'est avec cet état d'esprit qu'ils vont décider de rester chez eux. Nous, certainement, un jour sera déclaré et la période sera déclarée. Toute la procédure aussi sera lancée. Les Congolais vont rester chez eux. La preuve en est que, je crois bien que c'était l'année passée, il y a eu grève, non, en 2016, quand le général Mokoko a déclaré une journée morte. Le président Denis Sassou Nguesso était contraint de sortir pour aller visiter, voir lesquels qui sont au volet. Et cette fois-ci, ça sera plus, c'est-à-dire nous allons mettre le maximum de pression à pousser les Congolais de rester chez eux. Ce que tu venais de dire, qui va certainement te faire rire encore, je reste chez moi, je garde mon taxi. Oui, je reste chez moi, je garde mon taxi, je ne pars pas au boulot, je reste chez moi, je reste chez moi aujourd'hui, journée morte, et journée pas seulement morte, mais une journée significative pour que le Congolais arrive à comprendre l'état de vie dans lequel il est en train de vivre. Et il y a une seule personne qui lui conditionne dans cet état, dans cette condition. Et à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là que cette journée, ce n'est que de cette façon-là que cette procédure-là va prendre de l'effet. Donc, ce manifeste-là, c'est tout simplement un premier départ. Le deuxième départ consiste, vous aussi, Dean Lewis, dans vos conversations avec les frères du pays, parler avec eux, il faut vraiment les faire comprendre les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Par exemple, le culte de la personnalité. Oui, ça fait partie de votre document. Il faut les faire comprendre que, regardez, vous ne devrez pas accepter ça. Madame Mukwiza qui venait de poser cette question, elle aussi, en tant que Congolaise, en tant que compatriote, elle est concernée. Moi aussi, je suis concerné. Quand je cause avec les frères du pays, ceux qui sont dans l'armée, je leur dis, oui, aujourd'hui, il faut un transfert, oui, mais regardez, lorsque nous allons lancer ceci, vous devrez accepter. On te paye à la main 124 000 francs et le ministre gagne 15 000 francs. Toi, en tant que Congolais, tu es dans l'armée, ça te fait quoi? Depuis 2014, on te paye à la main. Donc, quand il écoute ça, ça change l'état d'esprit du « oui, mon frère, tu as raison, oui, mon frère, tu as raison ». C'est dans ce sens-là que toi aussi, Dean Lewis, tu as une part de responsabilité, j'ai une part de responsabilité. Tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, nous avons tous une part de responsabilité parce que nos familles sont au pays. Alors, Bernard Pongui, votre responsabilité, je crois, elle est plus lourde que la mienne. Pensez-vous que ce soit facile de les convaincre comme ça en conscientisant? Dean Lewis, ce que on aimerait dire aux Congolais, il y a un choix à faire. Voilà. Le choix où on continue de pleurer parce qu'on ne peut pas avoir accès aux soins de santé, on ne peut pas avoir accès à l'eau, on ne peut pas avoir accès à l'électricité, ni même aux routes. On continue d'avoir des maisons inondées, on continue d'être abandonné. Il y a un choix à faire où on continue de ne plus percevoir les pensions pour les retraités, les salaires pour les fonctionnaires, pour les étudiants. Il y a un choix clair à faire où on se sent confortable dans cette dictature et on arrête de se plaindre, on continue de vivre dans des conditions comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où on se décide que nous devons nous libérer. Pour se libérer, nous ne demandons pas aux Congolais de prendre les armes, armes, de se faire tirer par Sassou. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut que les Congolais qui aiment manipuler l'information écoutent bien ce message. Ce que nous demandons aux Congolais, nous allons congédier Sassou. Nous allons virer Sassou du pouvoir parce que nous ne l'avons jamais élu. Parce qu'il a emmené le pays dans la banqueroute économique. Voilà pourquoi nous disons aux Congolais, dans les jours qui vont venir, nous allons lancer le mot d'ordre de la première phase de la désobéissance civile. C'est clair, on le répète. Dans les jours qui vont venir,
nous allons lancer le mot d'ordre de la désobéissance civile. On reste à la maison, on ne travaille pas pour la dictature. C'est l'ultime sacrifice que tout un chacun de nous fera pour dégager sa sous du pouvoir d'une manière pacifique, sans pourtant qu'il y ait effusion de sang. Ça, c'est la première phase, dit Loïs. Et ça, nous le disons au peuple congolais, c'est la responsabilité de tout un chacun de nous. Congo debout, c'est un mouvement des Congolais. C'est tous ceux qui pleurent. Ce n'est pas Pongi seul qui ira déboulonner sa sous du pouvoir. C'est tout un chacun de nous. Et donc, nous le disons clairement aux Congolais, le choix, il est clair. Nous allons mobiliser nos troupes à l'intérieur du Congo, dans nos villages, pour que nos peuples puissent comprendre bien. Et nous allons aussi engager le peuple congolais à expliquer à nos mamans, dans nos différentes langues, le contenu de ces messages-là. Parce qu'il y a le risque où on continue de devenir esclave volontaire dans la dictature, ou encore on chasse Sassou, ou on continue de pleurer. Et en ce moment-là, ne dites pas que on n'a rien fait. Des sauveurs, parce que vous ne verrez pas Jésus-Christ descendre des cieux, ni un blanc partir de son pays pour venir vous libérer. C'est nous, le peuple congolais. Et c'est 2020, c'est l'année où nous allons libérer tous ensemble le Congo. Merci. Et vous êtes préparés. Donc, les jours passés, on passait des annonces. Préparez-vous, achetez des vivres, mettez dans les maisons. Faites des provisions. Faites des provisions. La solidarité dans le quartier. Personne ne vole à autrui. Parce que c'est aussi la discipline pour la libération. On s'organise pour la sécurité des biens publics et des biens privés. C'est notre engagement à tous. Le pays est confisqué par une minorité. Si nous ne chassons pas cette minorité, nous allons vivre là en éternité en éternité. Nous serons tous sacrifiés, nos enfants, nos petits-fils, ainsi de suite. Alors, c'est à nous de saisir l'opportunité. Donc, ne venez pas dire ici que c'est vous qui êtes en France, là-bas, ou au Canada, qui vont venir libérer. C'est vous qui êtes au Congo. Vous avez cherché des leaders. Au Congo, présentement, vous n'avez aucun leader qui vous a sorti ce document, le cahier de charge, pour que nous irons vers la libération. Maintenant, vous avez le cahier de charge. Saisissons de l'opportunité et libérons-nous. Refusons d'être la parole à Tom Bernard. Bernard, on va donner la parole à Tom Melvin. Tom, je ne sais pas si vous avez pris la température là-bas à Talangaï, qui est votre quartier. Bon, ce sera pour vous aussi une manière de répondre à Général Ketika, que je suis ce matin, qui croyait que tous les gens du Nord sont pour Sassou, il ne faut pas se méprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si les gens sont prêts justement à suivre? Vous savez, c'est ça ce qu'on appelle des esclaves volontaires, qui disait Lamoti. Les esclaves volontaires, ce sont des esclaves où parfois ils pensent qu'il faut mieux servir, il faut accuser les autres et puis ils vivent bien dans leurs états. Alors, nous avons constaté que les gens de Talangaï vivent les mêmes réalités que les gens de Bakongo, Makelekele, Filo. Ce sont des Congolais. C'est comme les gens de Talangaï ne sont pas que les nordistes ou non. À Talangaï, il y a des Bembe, il y a des Lari, il y a tous les Congolais. Donc, tous les Congolais, c'est comme dans tous les quartiers. Et en plus, ce qui est encore dangereux, les gens de Talangaï sont pris en otage. Okay. Ce sont les gens qui ont pris en otage et ce sont les esclaves aussi. C'est le seul quartier que j'ai trouvé vraiment qu'il y a des esclaves volontaires. Et que moi, j'ai une lourde responsabilité de les libérer mentalement afin d'avoir une attitude bien pour la liberté. Ce sont les gens qui ont abandonné la liberté pour devenir esclaves. Donc, pour passer un peu, pour ne pas rester sur ce que mon cher frère Ketika il a raconté dans sa vidéo, nous parlons de ce manifeste ici. Vous savez très bien que le tyran est seulement fort quand le peuple est esclave. Mais la désobéissance civile est la seule arme de déstabiliser un homme comme Sassou, qui n'aura plus personne à diriger. Et si nous laissons seulement, si nous restons 2-3 jours à la maison, Sassou tombe. 2-3 jours seulement. Parce que nous savons très bien, on connaît notre ennemi. L'ennemi est très fort, qu'on reconnaît très bien, mais nous sommes plus forts que lui, parce que nous sommes le peuple. Et personne n'est plus fort que le peuple. Nous sommes le peuple, nous représentons le peuple, et nous connaissons très bien les failles de ce régime. Nous connaissons très bien, nous avons étudié ce monsieur pendant 40 ans. Il est temps aujourd'hui que nous puissions le débouter.
et nous ne pouvons pas aussi dévoiler toutes nos stratégies ici, mais c'est simplement un petit goût hein, pour dire que la désobéissance sera l'arme absolue pour le débouter au pouvoir. Voilà, vous avez donc dans votre gibecière un autre tour de sac. Alors, monsieur, non, ne demandez pas la parole. Nous allons terminer sur un aspect également essentiel qui accompagne le premier, notamment la solution politique au problème. Vous prévoyez également une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies. Ça c'est du Boucadia, ça. Hein, le doyen, je vais devoir m'excuser parce que... Birangui, c'est à vous, hein, je m'adresse à vous. Ça, c'est le parfum de Boucadia, ça. Alors, vous n'avez bon, on ne dira pas exactement ça. Je vais m'excuser. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parce que ce sera la conclusion générale. Vous avez prévu cette conférence et dans le même document, vous prévoyez la création d'un territoire d'exclusion. Ça sent le parfum de Bernard Pongui, certainement. Les 40 000 troupes armées de l'ONU et puis un embargo sur les armes. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous dire comment harmoniser tout ça? Là, attendez. Vous avez d'un côté la pression populaire et de l'autre la recherche d'une solution pacifique à travers l'ONU et tout en étouffant les velléités d'attaque ou de protestation de M. Denis. Allez-y. Quelque part, nous devons aller à l'ONU. C'est ce que le manifeste nous demande de faire quelque part parce que nous avons besoin de la communauté internationale pour pouvoir protéger les populations du Congo, pour nous aider donc à mettre cette procédure en place, pour nous aider à mettre la transition en place, pour nous aider à mettre ces commissions de contrôle de qualité qui vont venir donc aider les futurs leaders, donc le nouveau leadership. Nous avons besoin d'aller aux Nations Unies. Et c'est ça que nous avons mis là-bas. Et effectivement, c'est à partir de là que, justement, nous pourrons demander cette résolution-là qui va nous permettre d'avoir les 40 000 en 50 000 forces armées qui vont venir nous aider à refaire les choses au pays. Pour la transition, après que M. Sassou, après qu'on ait demandé à M. Sassou de partir. Mais la réalité est que cette procédure est nécessaire pour que nous arrivions au résultat que nous sommes en train de vous expliquer ici. Nous aurons besoin des Nations Unies. Et c'est vrai, ça ne ressemble pas à ce que M. Boucadia essaie de faire, mais c'est peut-être un peu plus grand parce que nous, on a expliqué qu'est-ce qu'on fait après les Nations Unies en détail. Qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que les institutions vont se mettre en place? Donc, c'est quelque part ça que nous avons demandé ici de faire à travers le manifeste. Merci. Voilà. Alors, mon ami Joe Curtis, j'arrête ton micro parce qu'il a trop de bruit chez toi, hein, Joe Curtis. Alors, nous allons, avant de poursuivre Bernard Pongui, nous allons rapidement prendre une question de Mabonza. Daniel, est-ce que vous nous entendez? Allô? Je vais devoir m'excuser aussi parce que voilà, est-ce que vous pouvez poser... Je vous entends. Voilà, posez rapidement votre question parce que nous sommes en train de conclure. Oui, je me réponds. 3 questions, notamment à mes chers compatriotes. Une question, une. Très intéressant, très important. Oh, une seule question. Oui. Alors, parce que j'ai suivi leur discours du manifeste. On parle de ma question est la suivante. Comment compte-t-il amener le peuple à son mot? Voilà. Donc, comment compte-t-il amener le peuple à suivre? Voilà, c'est cela. Hein? Voilà, Bernard, est-ce que tu peux répondre à la question et puis enchaîner sur l'autre aspect? Bon, Dinois, on a mis des stratégies de communication pour informer tout d'abord le peuple. Déjà, bien avant, nous avons eu à préparer le peuple hein, dans les émissions précédentes. Le peuple devait se préparer, ils étaient informés. Et là, maintenant, le document, il est sorti, il est prêt. Il y aura sur place l'information encore de ce même peuple. Et ce qui est vrai, dit Loïs, à la dernière décision, c'est au peuple de s'adhérer ou non. Oui? Nous, on n'a pas le bâton magique pour dire au peuple, bon, il faut s'accrocher. Mais nous souhaitons qu'il s'accroche parce que tout un chacun de nous veut se libérer là-dedans.
nous serons là pour leur informer, pour les guider. Ils ont cherché des leaders. Au Congo, il n'y a pas de leaders politiques. Ces leaders ont fait des deals avec le pouvoir. Nous sommes leurs enfants. Nous avons préparé un cahier de charge qui va nous emmener vers un mouvement pacifique, reconnu, pour se libérer de la dictature. Maintenant, c'est au peuple d'emboîter le pas. On n'a pas le bâton magique pour toquer à chaque porte. Mais nous n'allons pas dévoiler toutes les autres stratégies que nous avons mises en place ici. Donc, quand il s'agit de la question de comment allez-vous faire pour pousser le peuple sera informé, le peuple est informé. Les stratégies les plus profondes, nous n'allons pas les dévoiler ici, mais la toute dernière décision reviendra à ce peuple, où ce peuple se sent confortable dans la dictature, dans cette souffrance, où le peuple va se dire, il est temps pour tourner la page et puis aller vers le changement. Alors, Daniel Mabanza, vous avez donc suivi votre réponse. La réponse, elle est stratégique, donc il faut suivre l'avancement des choses et vous saurez comment cette difficulté sera surmontée. Alors, nous étions sur, je crois que vous aurez donc la parole maintenant, mon cher Curtis, et Pongui pourra conclure sur la solution politique, précisément. Curtis. Notamment avec la conférence internationale et autres. Allô? Ton micro est toujours fermé là, hein? C'est toi qui l'avais fermé, dit Loïs, non? Ah, parce qu'il y avait beaucoup de bruit là. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro toi-même déjà? Essaie un peu de regarder en bas et à gauche de l'écran. Pendant que Bernard est en train Bon, Bernard, tu peux déjà t'engager là. Bon, dit Loïs, comme nous venons de le dire, dans les jours qui viendront, nous dirons à notre peuple d'assurer une désobéissance civile généralisée jusqu'à la chute du régime Sassou. Donc, c'est pacifique, mais le régime Sassou va utiliser la répression militaire. Voilà pourquoi nous appelons les amis du Congo, par le biais des Nations Unies, de penser déjà à cette résolution qui tiendra en compte tout ce que nous avons listé ici, parce que ce document va être envoyé à partir de demain aux Nations Unies, dans toutes les diplomaties, dans tous les États quasiment. Vous voyez, que ces gens-là se préparent à la libération du pays, ces gens-là se préparent à accompagner le peuple congolais vers la démocratie par le chemin pacifique, sans effusion du sang. Le régime Sassou, il est hyper armé. C'est donc à la communauté internationale d'accompagner le peuple congolais. Sinon, au cas contraire, ben, le Congo va être quoi? Une poudrière? C'est à eux donc de répondre à cette question. Alors, donc, vous prévoyez les embargos, c'est à la suite de cette conférence, embargo, création d'un territoire d'exclusion, tout ça sera pendant donc, cette conférence. Mais éventuellement, la résolution que nous demandons en place, c'est une résolution qui va prendre en considération une conférence de l'ONU sur la paix au Congo-Brazzaville, donc ce que éventuellement M. Boukadia veut, hein, là où tous les témoins vont s'asseoir pour discuter, traiter des problèmes du Congo, bâtir des solutions pour accompagner la démocratie, la stabilité du Congo et de la sous-région. Et en même moment, nous mettons en place une zone d'exclusion aérienne et terrestre parce que nous faisons face à un homme qui est hyper armé, qui vient de s'acheter 6 000 tonnes, quasiment 6 000 tonnes des armes, qui vient d'arriver le 3 février 2020 au port de Pointe-Noire, un homme qui a des mercenaires quasiment dans tout le pays. Donc, il faut empêcher les armes de longue portée, de courte portée, les équipements militaires pour que ces gens-là n'aillent pas détruire les populations. Et puis, éventuellement, nous demandons qu'il y ait le déploiement des casques bleus, une affaire de 50 000 troupes minimum, payées par les frais, sous les frais de l'État congolais, parce que rien n'est gratuit. Comme dit Louis, vous connaissez, rien n'est gratuit. Nous acceptons, nous, le peuple congolais, à absorber cette facture juste pour nous aider à pacifier le pays, à emmener la démocratie. Et nous demandons l'embargo sur les achats des armes, des munitions, des équipements militaires contre le régime de pouvoir au pays jusqu'à ce qu'il y ait un régime démocratiquement élu par le peuple congolais. Et nous demandons éventuellement les sanctions sur Denis Sassou Nguesso, sa famille et tout, les gels des avoirs, des moyens de pression qui permettaient à Sassou de comprendre que c'est le moment d'accepter une véritable paix puisse s'installer parce que l'homme a échoué pendant plus de 40 ans.
Le bilan, il est négatif, c'est clair. Il est temps que les amis du Congo viennent regarder le Congo dans son ensemble et non une famille des individus. Il s'agit ici de sauver le Congo qui est malade, l'ensemble du peuple congolais et non une famille. Et donc, nous demandons aussi déjà que les affaires des ambassades puissent être retirées au niveau par le régime Sassou, par le clan Sassou, remettre éventuellement avec des leaders qui seront mis par cette conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville et le consensus national qui prendront en charge. Donc, en réalité, les sanctions seront des moyens fiables pour pouvoir apporter la paix durable et non la paix de Sassou, parce que la paix de Sassou est basée sur le goût du sang, voir les Congolais morts dans leur tombeau, mais nous voulons une véritable paix qui apporte la quiétude, des emplois, la santé et l'éducation pour le peuple congolais. Voilà un peu l'ensemble de ce que nous sommes en train de proposer ici. Voilà, donc merci. Donc, Bernard, nous allons, avant de nous séparer, regarder quelques remarques et questions. Ferrol Obembe, je suis entièrement d'accord avec cette proposition des deux compatriotes Tom et Bernard. Alphonsine, donc, ils ont répondu. Lydia Pambou, changement de système oblige. Lydia Pandou, pourquoi voulez-vous, donc Bernard, c'est une question. Je demande donc à Joe Curtis de revenir reconnecter sur cette antenne. Alors, pourquoi voulez-vous attendre le départ de Sassou pour préparer le lendemain meilleur pour notre Congo? Sassou n'est pas éternel ni invisible. Il est temps de réfléchir pour les projets de société. Toujours, voilà, Ingeta, vive la diaspora. Alors, réponse, Bernard Pongui? Dis Louis, on a un frein présentement. Tous les programmes de développement au Congo sont bloqués par un système. L'économie a été confisquée entre les mains du régime de pouvoir. Nous avons vu ce dernier voyage de Sassou où il est allé inaugurer des entreprises privées sous les dépenses de l'État congolais. Donc aujourd'hui, quand vous voulez faire des affaires au Congo, vous êtes choqué par des commissions qui sont retirées. Quel est l'homme, on peut dire un entrepreneur congolais qui peut évoluer dans un régime où la corruption est arrivée à un grand niveau? Vous ne pourrez jamais faire de profit, sinon que vous allez pour dépenser de l'argent et faire faillite. Voilà pourquoi il faut aller en parallèle avec les deux missions, ce que nous appelons la désobéissance civile, le sommet des Nations Unies, pour venir ensemble dans une convergence, d'installer une véritable transition et aller en avant dans le projet. Le projet de société du Congo, oui, nous l'avons proposé ici dans ce document, dans la partie solutions économiques, que nous appelons ici, il faut rapatrier tout l'argent du Congo qui a été volé. Que les compatriotes du Congo comprennent qu'il y a 14 000 milliards de l'argent du Congo que ces gens-là détiennent dans leur poche. En plus, ils ont endetté lourdement le pays. Il faut qu'il y ait des audits que le Congolais puisse comprendre pourquoi on a pris ces dettes-là. L'argent est parti d'où? Parce que c'est un fardeau qui va demeurer de génération en génération. Tant qu'on ne le récupère pas. Et puis, il faut parler de la diversification de l'économie par le biais du tourisme et de l'agriculture à grande échelle. Si vous donnez l'agriculture à Sassou, il va vous fracasser le pays comme il a fracassé le pays avec les produits des hydrocarbures que nous appelons le pétrole et le gaz. Oui, dit Louis. Donc, ça sont des propositions concrètes que l'argent récupéré va être investi dans une banque agricole qui va permettre de regarder comment nous allons développer l'agriculture au Congo en grande échelle, diversifier l'économie et les services de tourisme, et puis regarder aussi le côté énergie, la construction dans l'immédiat du barrage de Sounda, qui est le point de départ de l'industrialisation du Congo. Nous relancer sur la machine des services, donc générer de la richesse pour l'État par le biais des services et des compagnies qui viendront s'implanter sur nous. Il faut le dire qu'aucun investisseur sérieux, aucune compagnie sérieuse ne peut venir s'installer au Congo dans un régime de corruption, un régime où il n'y a pas la transparence, la gouvernance, un régime où il n'y a pas d'électricité. Le Congolais va continuer à vivre dans la difficulté sans pourtant que ces points seront traités. C'est ça les propositions. Nous n'attendons pas Sassou, nous sommes déjà là dans l'après-Sassou. Mais nous allons obtenir le départ de Sassou par le biais du peuple congolais, ce que nous appelons la désobéissance civile, que nous appelons qui est un moyen légitime et légal. Voilà, c'était donc Bernard Pongui. Je crois que Bernard, nous n'avons plus de questions ici. Il n'y a que des remarques. D'ailleurs, Madame Lydia, donc, qui a posé la question, vous félicite
Voilà, voilà, vous félicite donc pour cette initiative. Et comment se procurer le manifeste? Eh bien, je pourrais vous l'envoyer. Je venais d'envoyer à 3 grands groupes, non, 4 même. On pourra le mettre sur notre site. Je crois que Bernard Pongui également a fait autant pour le téléchargement. Alors, merci donc à vous, Lydia Pando, pour cette réaction. Alors, je vois qu'il n'y a plus... Je vous rappelle simplement que la semaine prochaine, j'aurai pour inviter notamment le mercredi, nous n'aurons pas la parole de la communauté, mais invité du journal de la communauté avec M. Albert Lombo, qui est un compatriote du Texas, membre de l'UPADES. Donc, UPADES l'a-t-on appelé États-Unis. Donc, Lombo sera mon invité à ce journal de la communauté. Venez nombreux, donc, écoutez Albert Lombo. Nous aborderons des questions sensibles qui portent sur l'UPADES, notamment sur la position du premier secrétaire Tsatima Biala de faire des propositions sur une espèce de transition politique au Congo-Brazzaville. Merci une fois de plus, Bernard, d'avoir été gentil, donc d'être venu en dépit de la fatigue qui commence déjà à vous terrasser, je crois, puisque vous avez été chez PS TV, voilà, ce matin. L'essentiel, donc, c'est un travail d'information pour que les gens s'imprègnent même de la substance de votre document. Merci une fois de plus, donc, à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine occasion. Moi, c'est Jean Lewis. Bon week-end à vous.